Monsieur Damana Adiapikas, merci d'être avec nous. Lorsque vous étiez commissaire central de la CENI, et à cette époque-là, vous avez contesté publiquement les résultats, les jugeant falsifiés. D'accord. Alors, avec du recul, quels sont les ressentis que vous avez aujourd'hui? Et il ne fallait pas que ce hold-up électoral aille à son terme. Sinon, cela aurait été dramatique pour la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons estimé qu'à un certain moment, il fallait mettre un haut là sur ces agissements. Et donc, l'occasion qui s'est présentée, nous n'avons pas hésité à le faire. Et proclamer les résultats et puis aller au contentieux électoral au niveau du Conseil constitutionnel. Je l'entends souvent. Mais ce n'est pas une procédure que j'ignore. Je connais la procédure. Mais il fallait bien observer la crise ivoirienne, les acteurs impliqués, et puis savoir que dès la nomination du professeur Yaoundé au Conseil constitutionnel, voilà, une certaine opinion internationale avait commencé à le discréditer. Voilà, comme n'étant pas un acteur neutre, un acteur crédible, impartial. À partir de cet instant, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à faire attention. Quel a été votre parcours? Non, moi j'ai été militant du FPI. J'ai été impacté par le président Laurent Gbagbo. Son franc-parler, ses convictions et sa personnalité, les valeurs qu'il incarnait. Voilà. Nous savions qu'à l'époque, je vais dire, s'opposer au faux boyau n'était pas donné à n'importe qui. Et voir quelqu'un sortir, je dirais, de cette logique-là, et puis prononcer un autre discours, proposer une façon de gouverner la Côte d'Ivoire, ça nous a impacté. Voilà. Vous savez qu'on était dans une période de l'adolescence, où les idées s'entrechoquent. Et donc ça nous a impressionnés. Et à partir de cet instant, on a commencé à suivre Laurent Gbagbo. Vous étiez membre de la FECI? Oui, effectivement, nous avons été membres de la FECI. En 1995, nous avons voulu diriger la FECI. J'étais opposé à un certain Soro Bio. Soro l'a emporté, voilà, une courte victoire. Et donc nous avons pratiquement fait former une direction commune. Voilà, et puis bon, nous avons dirigé la FECI jusqu'en 1998. Voilà, et c'est sous notre mandature que la FECI a été officiellement réhabilitée par le régime du président Hippolyte Bégué. C'était en 1998 à l'Hôtel Ivoire. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation que vit la FECI actuellement? Oui, la situation que vit la FECI actuellement est regrettable à plus d'un titre. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que l'affaire est en instance devant les tribunaux. Il ne faut pas interférer dans les affaires de droit, dans les affaires de justice. Voilà. Ils ont interpellé certains camarades. Nous pensons que le procès va s'ouvrir. Voilà, le procès va s'ouvrir et puis chacun verra déposer, voilà, devant le juge. Voilà. Il faut que tous les acteurs là se calment donc pour laisser la vérité surgir. Il y a beaucoup d'excitation. Voilà. Il y a beaucoup d'excitation, même au sein du gouvernement. Oui. Alors que les étudiants même accusent aussi des membres du gouvernement. D'autres même accusent le régime en place d'être l'instigateur de cette crise. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et quand nous voyons la célérité avec laquelle, je veux dire, la FECI a été dissoute, tous les mouvements étudiantins ont été par voie de conséquence dissous. Voilà. Alors qu'il n'avait rien à voir avec la crise interne à la FECI, ça nous amène à beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on veut brûler les pistes? Est-ce qu'on veut effacer des traces? Est-ce qu'on veut orienter les juges? Donc il faut qu'on se calme. Voilà, on se calme. Parce que nous-mêmes, nous avons des choses à reprocher. Voilà. Non seulement à nos jeunes frères, mais aussi, je veux dire, au processus qui a engendré la dissolution de la FECI. Nous avons des choses à reprocher à ce processus. Voilà. D'accord. Okay. On était en train de parler de votre parcours au FPI. Après la FECI, vous êtes entré publiquement, officiellement au FPI. Vous avez été le président de la jeunesse du FPI. Oui. D'accord. Voilà.
Et donc c'est nous sommes cette génération-là qui avons conduit le président Gbagbo aux élections de 2000 face à la junte militaire au pouvoir. Voilà. Et vous savez ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Exactement. Mais nous savions à peu près que sa victoire allait être contestée par les militaires. Ça, nous le savions. C'est pourquoi nous n'avons pas préparé, nous n'avons pas préparé la campagne présidentielle. Quand je réunis mes camarades, je leur dis, on ne va pas faire campagne pour montrer les atouts de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo, Guéhi ne peut pas battre Gbagbo, c'est pas possible. C'était en 2000, hein? C'était en 2000. Guéhi ne peut pas battre Gbagbo Laurent dans une élection régulière. Donc, la victoire du président Laurent Gbagbo est incontestable. Ce que nous devons préparer par rapport, c'est l'après-victoire. Est-ce que le général Robert Guéhi va reconnaître la vérité des urnes? Moi, je pense que non. Après le vote, quand la junte militaire fait interrompre la proclamation des résultats en s'immisçant de façon grotesque dans le processus électoral, je me suis dit, hélas, c'est le schéma, malheureusement, qu'on a des peines qui va se passer. Vous avez vu? Voilà. Donc, ils ont interrompu le processus électoral, interrompu la proclamation des résultats. Ils ont fait arrêter M. Honoré Guié. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel, il a été suivi massivement. Il a été suivi massivement. Oui, c'est regrettable, les pertes en vie humaine. Voilà. Mais ce n'est pas celui qui appelle au respect de la Constitution, au respect des règles élémentaires de la démocratie, voilà, qui doit être tenu pour responsable. Mais c'est celui qui viole les règles. C'est celui qui ne respecte pas la Constitution. Voilà. Il n'était pas bien de donner l'ordre à notre armée d'ouvrir le feu sur les citoyens au menu. Non, ce n'est pas le rôle de l'armée de tirer à bout portant sur les civils. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Dans la seule journée du mardi 24 octobre, il y a eu 300 morts. Il y a eu 300 morts. Nos camarades, principalement à la Carina. Voilà, à la Carina. Et ce sont ces corps de nos camarades qui sont morts, certains noyés dans la rue, ou bien par balle, que des individus mal intentionnés ont extrait de l'eau pour aller former le charnier, le fameux charnier de Yopougon. Et c'est pourquoi vous avez vu que tous ces corps ont été nus. Oui, c'est nos camarades. C'est nos camarades. Voilà, qui ont été exécutés par je veux dire, la force régalienne de Guéhi. Les hommes de Boka-Yapi notamment. Voilà. Et donc, sur le champ, il y a eu 300 morts. Ils ont pris les corps là après, les corps de nos propres militants, pour aller les utiliser contre notre régime, en le faisant passer pour un charnier des gens du Nord que le régime de Gbagbo aurait fait exécuter. C'est totalement faux, c'est totalement grotesque, et ce n'est pas juste. D'accord. Donc en 2000, vous aviez anticipé que ces événements se passeraient. Oui. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo gouverner jusqu'en 2010. Oui. Vous n'avez pas anticipé la crise post-électorale de 2010? Mais on était déjà en crise. Voilà. On était en crise, chers frères. Vous ne pensiez pas que ça se terminerait par une guerre? Oui, non, on n'a pas pensé que ça... Nous, comme le dit le président, on a toujours cru quand même... Parce qu'on a commencé par la guerre. Voilà. Gbagbo a gagné, on ne lui a même pas laissé le temps d'asseoir son gouvernement. Voilà. Que moins de 2 ans plus tard, on attaque son régime. On attaque son régime. Et qu'on lui foute une rébellion. C'est la gestion de cette rébellion. Hein. Voilà. D'accord en accord, de déplacement en déplacement, de capitale africaine en capitale africaine, jusqu'à Paris, à Makoussi. C'est la volonté de résoudre cette crise-là de façon pacifique, de façon démocratique, entre Ivoiriens. Voilà. Qui a toujours habité le président Laurent Gbagbo. Et il a cru, en faisant toutes ces concessions, parce qu'il a fait des concessions insoupçonnées, inimaginables. Mais pour le président, il n'y avait pas de sacrifice beaucoup plus important que la Côte d'Ivoire.
Et tout ce qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire, il était disposé à le faire. Il a réintégré tout le monde à la fonction publique. Et puis, il a après fait candidat M. Alassane Ouattara. Voilà. Donc, il a fait des sacrifices insoupçonnés parce qu'il croyait à la paix. Et c'est fini par la guerre. Et c'est fini par la guerre, malgré tout. Oui, et par la suite, il a été amené à la haine. Oui. Ils n'ont pas été à la hauteur de la personnalité de Gbagbo. Ils n'ont pas été à la hauteur des attentes de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été à la hauteur des adversaires de Gbagbo. Voilà, de toute la confiance que les citoyens ont remplacée. Les adversaires de Gbagbo. Oui, précisément que ce soit le RHDP. Voilà, le RHDP. Ils n'ont pas été à la hauteur. Oui. Et même la communauté internationale n'a pas été à la hauteur. N'a pas été à la hauteur. Et donc, ils ont fini par se coaliser pour venir enlever Gbagbo Laurent. Puisque ce sentiment-là ne les a jamais habités. Le président Laurent Gbagbo les a surpris tous. Ce n'était pas le schéma sur lequel on pariait. Voilà. Mais c'est le schéma sur lequel les Ivoiriens pariaient. Pour les Ivoiriens, voilà. Après, il faut gagner, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui était, je dirais, le favori. Mais ils n'ont jamais pris Gbagbo au sérieux. Et quand ils gagnent, ils sont surpris. Voilà. Ils sont surpris. Et ils n'ont pas imaginé un seul instant que Gbagbo allait être un président exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de l'étouffer dès le départ. Voilà. En lui coupant toutes sortes d'aides financières. Voilà. Mais il a mis en place le budget sécurisé. C'est lui qui nous a appris à vivre sur nos propres moyens. C'est Gbagbo Laurent. Il dit ce pays-là est suffisamment solide pour ne pas tendre la main et pour satisfaire ses besoins primaires, ses besoins élémentaires. Il a mis en place le budget sécurisé, lui et ses camarades. Et ils ont vu que c'est ce qu'ils appelaient par ironie le gouvernement des enseignants était en train de relever le défi que des économies chevronnés, voilà, ne pouvaient pas faire. Ce budget sécurisé a été un succès. Et l'année suivante, on allait mettre en place un budget de relance. Ils ont vu qu'on allait s'en sortir sans eux. Ils sont venus, tout droit du but, nous proposer leur service. On dit bon, on y va. En 2010-2011, la guerre éclate, Laurent Gbagbo est porté à la haie, il revient, et c'est ce même Laurent Gbagbo qui est candidat en 2025. Oui. Si jamais il y a des contestations, s'il y a une rébellion, est-ce que vous êtes sûr qu'en vous appuyant sur votre expérience, est-ce qu'une rébellion pourrait être matée? Le problème de notre pays, c'est le manque de culture de vérité. On n'aime pas la vérité dans ce pays. Et tant qu'on va amuser avec la vérité, les mêmes mots là vont nous rattraper. Sinon, un pays qui a connu une crise aussi sanglante, aussi terrifiante que celle de 2010, devrait pouvoir en tirer les conséquences, normalement, pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. En 2010, on a eu une nomenclature de la commission électorale. Une commission électorale des partis politiques et des mouvements rebelles en 2010. Où l'opposition était majoritaire, de façon écrasante. Ça, c'est contestable. Gbagbo est le seul président pour la paix qui a confié l'organisation des élections à l'opposition. Mais malgré cela, il a gagné les élections. Il a confié l'organisation des élections à l'opposition. Il a gagné les élections. Et puis, on lui a fait la guerre. Mais ce que je voulais revenir sur la nomenclature. C'était une série de partis politiques. Voilà. Donc, en faisant une série de partis politiques, je ne pense pas qu'on ait eu le nez creux. Je ne pense pas qu'on ait eu la meilleure formulation de la commission électorale indépendante. On a simplement déporté nos contradictions, nos bagarres entre formations politiques au sein de la commission électorale indépendante. Puisque les commissaires, en partant à la suite, ou du moins pour certains, au lieu de se départir de leurs liens avec leur parti politique,
Ils se sont considérés comme des envoyés des partis politiques. Ils se sont considérés comme en mission commandée des partis politiques. Donc, nécessairement, on ne s'entend pas dehors. Ce n'est pas à l'intérieur de la CEI on s'entend. Et c'est pourquoi vous avez vu le porte-parole de la CEI, malgré le fait qu'on lui dit que qu'il y a des erreurs dans les résultats que tu peux proclamer, en voie qu'on les vérifie, il dit non. Malgré nos interpellations, il dit non. Il veut aller jusqu'au bout d'un processus. Mais quel processus? Qui a intérêt à ce processus? Et donc, s'entraîner, c'est peut s'entraîner. Mais 15 ans plus tard, nous sommes en 2025, on a la même nomenclature, les partis politiques. Et on les regarde, comme le président l'a dit. On regarde les acteurs, ceux qui composent la commission électorale. On dit qu'ils sont neutres. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants de quoi? Ils ne sont pas indépendants. Tout ce qui prennent comme décision est politiquement motivé, orienté. Sinon, il n'y a pas de raison que le président ne figure pas sur la liste électorale. Il n'y a aucune raison. Voilà. Si la CEI n'obéissait qu'à elle-même, quand la Cour africaine des droits de l'homme, Cour à laquelle la Côte d'Ivoire est partie prenante, voilà, demande à la CEI de réintégrer le président. Ils doivent réintégrer le président. Mais comme ils sont sous le coup de certaines pesanteurs, ils ne sont pas libres. Là-bas, vous n'êtes pas libre. Où est votre indépendance? Mais c'est la liste électorale provisoire. Il y a le contentieux. Arrêtons de jouer avec les mots. D'accord. Voilà. Liste électorale provisoire, contentieux, tout ça, c'est pour les gens qui ne savent pas où nous sommes. Nous savons dans quoi nous sommes. Le nom du président aurait dû être sur la liste provisoire. Voilà. Et puis, peut-être que c'est sa présence sur la liste électorale provisoire qui aurait été attaquée en contentieux par des personnes. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Mais parce qu'ils ont donné l'ordre, voilà, à la commission électorale de ne pas mettre le nom du président sur la liste électorale. Mais ça, on le savait depuis. On le savait. Il y a eu une bataille juridique qui a eu lieu. Le temps de la bataille juridique a eu lieu. Voilà. Nous avons mené cette bataille-là. Que nous avons remportée. Oui. On ne peut pas dire que, oui, le président a été l'objet d'une condamnation. Alors, comme il est condamné dessus de ses droits civiques, il n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. C'est trop facile. C'est trop facile. De quelle condamnation s'agit-il? Le président Laurent Gbagbo est un ancien président de la République qui n'est pas justiciable devant les juridictions ordinaires. Voilà. Donc, le juge, là, devant lequel on envoie le président Laurent Gbagbo, si c'est un magistrat, il doit se déclarer incompétent à juger le président. Parce que pour juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ici, il faut une cour spéciale. C'est elle qui est habilitée à juger le président Laurent Gbagbo. Et en droit, dès l'instant où vous n'avez pas la compétence d'accomplir un acte que vous l'accomplissez, cet acte est nul et de nul effet. Ne serait-ce que pour ça, il n'y a plus d'affaire de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi on dit que cette affaire sort du cadre juridique pour devenir politique. Et il faut qu'on arrête dans ce cadre. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Que faut-il faire par rapport à la commission électorale indépendante? Il s'agit de revoir la commission électorale indépendante. Nous avons la revoir comment? La restructurer, changer même, je dirais, la nomenclature, voilà, de sa composition. Il faut changer tout ça. Avant d'aller aux élections de 2025, oui. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps. On a le temps. On écrit. Nous avons déjà réfléchi. Je ne vais pas le dire, c'est de nous, nous avons déjà réfléchi. Voilà. Et c'est pourquoi on veut rencontrer le gouvernement, il ne veut pas qu'on les rencontre. Parce qu'il y a des questions dans un pays qui ne dépendent pas, je dirais, de la volonté de certains individus. Furent-ils au pouvoir? Il y a des questions qui dépassent le cadre d'un parti politique, fut-il le parti au pouvoir. Il y a des questions dont on est obligé de parler dans un cadre concerté, dans un cadre élargi. Parti politique, société civile. On est obligé de créer forcément un jour un cadre pour parler. C'est que le gouvernement refuse, semble refuser. Oui. C'est que le gouvernement semble refuser. On l'a dit à 2 reprises. Ils n'ont pas répondu. Nous avons des propositions pour la nouvelle commission électorale. Nous avons des propositions. On veut leur faire partager ça. Vous voyez, en 2000, il y a la CNCE
qui était chargée de l'organisation des élections. Elle était présidée par Honoré Dié, qui était un militant du PDC. Qui était un militant du PDC. Voilà. Mais qui a conduit le processus dans un esprit républicain, avec un caractère impartial, à l'équidistant de tous les partis politiques. Et vous voyez ce monsieur, il ne s'est pas renié, malgré la menace des militaires. J'ai dit, avec une Kalachnikov à la table, on lui a demandé de proclamer Guy Robert. Il dit, il ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas la vérité. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui, bien qu'ayant de la sympathie, ou bien militants dans un parti politique, sont capables de se mettre au-dessus des considérations politiques pour répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on demande, c'est de répondre à l'appel de la nation. Et la nation transcende les partis politiques. Et il y a des Ivoiriens comme ça. Au vu de tout ce que vous êtes en train de dire, on court inexorablement vers des élections non apaisées. Oui, mais est-ce que ça c'est un processus? C'est qui est en train de se passer? C'est qui est en train de se passer? Est-ce que ça c'est un processus? Ça c'est pas un processus. On s'en va droit dans le mur. Les gens disent non, changeons Gbagbo Laurent. PPACI, changer de candidat. La question n'est pas de changer de candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question est une question de démocratie et de respect de la loi. Est-ce que dans le cas de la condamnation du président Laurent Gbagbo, l'État de Côte d'Ivoire a respecté la loi? Non. Mais vous n'avez pas respecté la loi. Et puis vous voulez nous soumettre au respect de cette loi que vous-même vous avez violée. C'est le gouvernement qui est responsable et garant de la Constitution, qui est garant de la paix sociale. Mais la paix sociale là, commence par le respect des lois, commence par le respect des libertés des individus. On viole constamment les libertés et les droits du président Laurent Gbagbo. Constamment. À un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas une question de remplacer Gbagbo Laurent par quelqu'un d'autre. Parce que ce qui arrive au président peut arriver à n'importe qui. Dans tout le monde. Donc on peut trouver d'autres Gbagbo, mais on peut les frapper. On peut les frapper par la loi, on peut les frapper par la justice. C'est pourquoi je dis la question n'est pas au niveau de la question est un niveau d'éthique démocratique, de respect de la loi. Et il faut qu'on respecte la loi. C'est le minimum, c'est la base dans un État qui se dit démocratique et républicain. Pour avoir une élection présidentielle apaisée, démocratique et inclusive. Nous allons passer à un autre sujet d'actualité, celui de la fête de la renaissance du parti. Un événement majeur pour le PPACI. M. Picasse, comment cette fête se prépare-t-elle et quel rôle elle va jouer dans la mobilisation des troupes du PPACI? Il faut dire que c'est une fête qui est statutaire. Elle est contenue dans nos statuts. Et c'est une fête qui se déroule dans l'optique de commémorer la date anniversaire de la libération de son Excellence le président Laurent Gbagbo. Donc, la date constitutionnelle normale, c'est le 31 mars de chaque année. C'est une fête qui est attendue par tous les militants du PPACI. Tous les militants du PPACI, tous les démocrates ivoiriens, tous les panafricanistes savent qu'à cette période de l'année, ils doivent se retrouver à un endroit qui a été choisi par le parti pour commémorer cette grande fête de la renaissance, de la résistance. Voilà. C'est une fête qui est importante du point de vue historique, du point de vue émotionnel. Parce que nous avons chacun de nous un peu dans cette fête. Nous avons investi un peu de nous-mêmes dans cette fête. Oui, tous les militants, ceux qui ont souffert, ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui sont allés en exil, ceux qui ont perdu leurs emplois, la diaspora, chacun a contribué à l'avènement de ce jour, de cette fête. Donc c'est une fête aussi du souvenir. Voilà. On vient pour nous réjouir de l'avoir fait par notre mobilisation, sans violence, voilà, de façon pacifique, avec la larme de la bouche, avec les marches, les sittings. Nous sommes parvenus à obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. Nous sommes parvenus à inverser le rapport des forces. Nous sommes parvenus à modifier la campagne de déstabilisation, de diabolisation, de criminalisation du président Laurent Gbagbo. Nous sommes parvenus à ça. Nous avons le droit de nous réjouir parce que nous avons remporté une grande victoire sur les forces rétrogrades, les forces impérialistes.
Et nous venons pour célébrer ça. Elle est à sa 3e édition. Elle est à sa 3e édition. Nous avons fait Yopougon, Figayo, nous avons fait l'année dernière à Beauville, et cette année, nous sommes à Dabou. À Dabou qui est une ville symbole, à Dabou qui est une ville mythique. Et le thème de cette fête ramène aussi à Dabou. Voilà. Laurent Gbagbo, le thème de cette fête, Laurent Gbagbo, de la haie à la présidence de la République en 2025. Parce que le thème de cette année. Parce que nous venons de loin avec Laurent Gbagbo. Et nécessairement, on n'est pas fait pour s'arrêter en route. Nous terminerons la course cette année au palais présidentiel. En 2025. C'est une année électorale. Voilà. Et donc, la fête prend un intérêt particulier, une importance particulière. Surtout à un moment où le président Laurent Gbagbo est exclu provisoirement de la liste électorale. Et je pèse mes mots. Je dis que Gbagbo Laurent est exclu provisoirement de la liste électorale. Parce que je le dis et le redis. Les élections de 2025 vont se faire avec le président Laurent Gbagbo. Et nous demandons à tous les militants du PPACI de venir à Dabou. Et Dabou sera, le rassemblement de Dabou sera le premier signal qu'on va envoyer à l'exclusion du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi tout le monde doit venir à Dabou. Dabou doit être envahi, investi par les militants. Et il faut que les gens se rendent compte que Laurent Gbagbo est populaire dans ce pays. Et que ce n'est pas juste d'exclure une personnalité de son rang d'une élection présidentielle. Il faut que les militants du PPACI accourent sur Dabou, voilà, pour envoyer un signal au gouvernement. Parce que c'est au gouvernement maintenant. Et à la communauté internationale. À la communauté internationale. Que on ne peut pas se passer de Gbagbo Laurent dans le processus qui vient. Ce n'est pas possible. Et ça va enlever à cette élection toute sa saveur démocratique. C'est le premier et le dernier rassemblement à dimension nationale. Voilà. Et ça, aucun militant ne doit se faire compter ce moment. Il faut que chacun soit témoin de ce rassemblement qui est déjà dans l'histoire, avant même qu'il n'ait lieu. Il est déjà historique. Pour que, avant même que nous ne mettions fin à l'édition de 2025, l'édition 2025 de la fête de la Renaissance, on inscrive déjà le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce qu'on aura démontré notre capacité de mobilisation. Et cette démonstration de force sera la rampe de lancement de la campagne du président Laurent Gbagbo. La fête de la Renaissance, l'édition 2025, aura lieu les 11 et le 12 avril 2025 à Dabou. Que les militants viennent massivement pour écouter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Face à tous ces problèmes politiques, électoraux, mais face même à l'avenir de la Côte d'Ivoire, voilà, et de l'Afrique, il faut qu'ils viennent pour écouter le discours du président Laurent Gbagbo. Et puis prendre aussi les instructions du président Laurent Gbagbo pour la suite de la bataille. Merci beaucoup pour votre présence et pour les échanges que nous avons eus avec vous. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce décisive pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous espérons que la période pré, pendant et post-électorale se déroulera dans un esprit de paix et de réconciliation. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt.